Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Bipositive et avec mes deux invités, nous allons parler interopérabilité des systèmes et on va voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Pour en parler avec moi, monsieur Thomas Bondou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de FIFPlay France du groupe Nico. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel domaine vous intervenez? Oui, tout à fait. Donc, le groupe Nico est un fabricant belge et européen maintenant d'appareillage électrique et de systèmes de capteurs pour le bâtiment connecté. Et chez FIFPlay, en France, on développe plus particulièrement une application qui s'appelle Mon Suivi Logement et qui permet le suivi des consommations d'énergie, le pilotage des objets connectés dans la maison et le carnet numérique d'entretien, voilà, qui est un autre sujet. Qui est un autre sujet, mais qui est un peu lié finalement. Tout à fait. En face de vous, Emmanuel François, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de ce plateau et vous êtes le président de la SBA. Exact. SBA, SBA, donc Smart Building Alliance for Smart Cities, qui a plus de 5 ans maintenant et qui regroupe aujourd'hui 300 acteurs en partant du composant électronique jusqu'au traitement de la donnée, avec les villes, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les industriels. Donc l'objectif, c'est de repenser le bâtiment et la ville de demain, mais c'est aujourd'hui, autour du numérique. autour du numérique. Hein. Donc d'où l'intitulé de notre émission, interopérabilité des systèmes, parce que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit interopérable, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Parce qu'on a appelé cette émission « Où en est-on de l'interopérabilité des systèmes ?» Et finalement, je crois qu'on y arrive. On y arrive parce qu'en fait, la demande, le monde de la demande est là et demande l'interopérabilité, que ce soit l'usager, que vous ou moi nous sommes, ou les promoteurs immobiliers, ou les bailleurs sociaux, qui disent « Nous, de toute façon, c'est impératif, il faut maintenant qu'on ait des bâtiments connectés, communicants, mais on ne veut pas être lié à un acteur industriel, on veut une évolutivité, on veut que ces systèmes soient ouverts et interopérables, c'est-à-dire qu'ils communiquent tous entre eux. » Ça veut dire que ma chaudière de tel fabricant doit pouvoir communiquer avec le thermostat de tel autre fabricant qui doit pouvoir communiquer et mon système doit pouvoir communiquer avec mon éclairage. C'est ça pour faire ça. Exactement. Et après, ça peut être directement, local ou via effectivement une application numérique. Tout à fait. Voilà, sur ces questions. Ce qu'on constate en fait dans les 2-3 dernières années, c'est vraiment que les acteurs fabricants industriels, notamment sur tout ce qui est chauffage, ventilation, les lots qui avant étaient purement locaux, ont développé ce qu'on appelle des API, donc c'est des bibliothèques de services pour communiquer avec ces équipements et qui peuvent être soit locales, donc c'est une box qui va communiquer localement avec la chaudière, ou alors dans le cloud, donc c'est n'importe quel service qui s'identifie et qui peut récupérer des informations, envoyer des informations pour connecter les deux services. Voilà, et vous militez pour cette deuxième solution. Les deux solutions sont acceptables. Il y a un aspect sur le local qui est plus rassurant parce que ça peut continuer à fonctionner si jamais on a une panne d'Internet. Mais au niveau facilité d'intégration, la partie cloud est la plus simple en tant qu'intégrateur à notre niveau, c'est la plus simple. Oui, alors c'est complètement en phase. Et après, on peut distinguer les fonctions de base avec les fonctions un peu plus évoluées. Les fonctions de base, c'est-à-dire effectivement mettre en marche son chauffage ou donner une consigne de température, elles doivent quand même être assurées localement pour avoir ou en tous les cas, il faut qu'il y ait une résilience. C'est-à-dire qu'effectivement, si je n'ai pas Internet, il faut quand même que je puisse allumer ma lumière et déclencher mon chauffage. Et après, l'interfacer avec des systèmes plus évolués, comme par exemple la météo, ou comme le coût de l'énergie, etc., ou que sais-je. Là, effectivement, on peut passer par des applications qui seraient dans le cloud. D'accord. Vous avez mis en place à la SBA Ready to Service. Oui. C'est dans ce cadre. Et rappelez-nous déjà ce que ça veut dire, ce que c'est. Alors, déjà, l'origine, c'est de dire qu'avec le numérique, le bâtiment, quel qu'il soit, devient une plateforme de service. Et donc, la valeur de ce bâtiment n'est plus liée uniquement à sa localisation, mais également aux services qu'on va pouvoir en dégager. Un des premiers services, c'est l'énergie, c'est-à-dire effectivement pouvoir piloter l'énergie de manière dynamique, en fonction par exemple de la présence, en fonction des conditions météo, de l'occupation des logements et tout.
mais ce n'est pas que l'énergie, c'est le confort, le bien-être, c'est l'assistance aux personnes dépendantes, c'est la gestion du bâtiment, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une multitude de services qu'on peut mettre en place. Et pour les mettre en place, il faut du numérique. Et il faut un cadre de confiance numérique. Et c'est l'objectif de Ready to Service, c'est ce cadre de confiance numérique avec comme ADN l'interopérabilité et l'ouverture des systèmes. C'est-à-dire que les données des équipements sont accessibles en temps réel. En temps réel, on est dans le numérique et sans contrainte. Tout à l'heure, Thomas a parlé d'API. Effectivement, c'est que les API sont accessibles et ces API sont accessibles et intelligibles pour des systèmes de pilotage. D'accord. Ça a d'abord été développé pour le secteur tertiaire et aujourd'hui, on descend chez l'habitant. Exact, exact. Enfin, effectivement, on a voulu faire plus compliqué d'abord. Donc, on a défini ce cadre de confiance, ce cadre de référence pour le tertiaire en prenant en compte toutes les impératifs du tertiaire. Et aujourd'hui, on a simplifié ce cadre de référence pour des applications résidentielles pour que ce soit compréhensible par n'importe qui. Et en premier lieu, donc les bailleurs, les syndics ou l'usager. Très concrètement, ça se passe comment dans les solutions que vous proposez ? Alors, concrètement, pour un fabricant d'appareils comme nous, il y a une obligation, c'est de dire on ne doit pas être fermé. On ne doit pas concevoir un système qui est uniquement en propre. En propre avec vos appareils à vous. Donc, on doit à la fois pouvoir intégrer, si on fait par exemple une interface de supervision, on doit pouvoir intégrer des données d'autres équipements que les nôtres, mais on doit aussi se rendre ouvert pour un acteur tiers qui pourrait vouloir construire un service sur la base des données que nous, on a récoltées et agrégées dans le logement. Donc, c'est avoir un système pour permettre à un acteur, par exemple Internet, qui va vouloir récupérer des données de nos interrupteurs, pouvoir les piloter pour les intégrer dans un écosystème un peu plus large. Donc, c'est à la fois s'ouvrir vers le bas et s'ouvrir vers le haut quand on est dans la partie d'intégration. Pour les auditeurs, pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire ici on est AB positive, j'ai une chaudière connectée, j'ai effectivement une solution FIFPlay pour piloter cette chaudière. Et bien demain, moi, usager, je veux y adjoindre un service, par exemple, pour l'assistance aux personnes dépendantes, pourquoi pas. Ou pour la maintenance de cette chaudière, ou la maintenance de cette chaudière supervisée à distance. Voilà. Et donc, clairement, je n'ai pas à tout changer. Je n'ai pas à enlever le système qui a été mis en place pour en mettre un autre. En fait, je mets quelques capteurs. J'apporte une application. J'apporte une application supplémentaire. Exactement. Mais mon système d'origine. Mais je garde l'infrastructure existante. Je la garde. Avec ce que je viens installer en plus, je suis capable de communiquer. C'est ça la promesse. C'est ça. Avec toujours ce qu'on appelle le security by design, c'est-à-dire que c'est le propriétaire, ou l'occupant, qui doit être capable de maîtriser quel accès il donne à quel acteur. Merci, c'est parce que c'était la question que j'allais vous poser, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de la sécurité et puis celui de la crainte qu'on a aujourd'hui quand même, on voit ce qui se passe avec des compteurs Linky, la crainte de voir des informations qu'on ne voudrait pas délivrer à d'autres. Voilà, donc si on prend, très bon exemple, l'exemple du compteur Linky, parce que la semaine dernière, Enedis présentait tout son programme Data Hub. Quand on veut se connecter en tant qu'acteur tiers aux données du compteur Linky, on doit avoir le consentement du client qui nous donne accès pour un temps limité aux données qu'il choisit, donc soit seulement les données journalières, soit seulement les données techniques, et à tout moment, via son compte client Enedis, il va pouvoir révoquer l'accès. Et du coup, ça, en tant qu'utilisateur sur l'ensemble des systèmes, on doit être en mesure de faire la même chose. Voilà, on garde la main. Voilà. Sur ces systèmes interopérables, ça s'accompagne d'un autre changement. Vous parliez, et la dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez dit, j'avais peut-être pas vu venir ça aussi vite, c'est-à-dire tout ce qui est commande vocale. Expliquez-nous un peu où on en est avec ça comment ça s'inscrit dans cet ensemble. C'est clair que on voit bien, et on l'a vu au CES, c'est une bataille de titans. Et quand je dis de titans, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, c'est Amazon ou Google ou un peu peut-être Apple. C'est qui va être dans le logement, quand je dis le logement, c'est pas que le logement, dans l'espace. Parce que on a un nouveau mode de commande. Un nouveau mode de commande qui arrive dans le bâtiment, dans l'espace, et qui est l'interface vocale. Et cette interface vocale va venir commander
tous les équipements, indirectement ou directement. Et donc là, si vous voulez, si vous avez des systèmes qui sont fermés, non ouverts, bah, quelque part, ils sont voués à disparaître. Parce que moi, usager, je vais dire, allume la lumière ou il fait froid, remonte le chauffage, eh bien, j'attendrai que mon système se réagissent dans la foulée. Voilà, et il faudra absolument que tous les systèmes qui intègrent la maison ou le logement ou le bâtiment tertiaire puissent communiquer entre eux pour, en tout cas, être sur la même base de communication. Exactement, ils sont en train de faire un ménage considérable. Alors là, je reviens sur la crainte, sur la sécurité et sur l'accès aux données. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Comment alors sur la partie assistants vocaux, la crainte sur la sécurité, c'est effectivement j'ai un mouchard chez moi qui espionne tout ce que je dis. Bon, là, on est obligé aujourd'hui de faire confiance à ces acteurs. Si on ne leur fait pas confiance, effectivement, on n'installe pas un Alexa chez soi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cet usage qui a poussé tous les industriels à se dire comment mon futur client qui lui est convaincu à le Google Home ou à Alexa va pouvoir piloter mon équipement. Et du coup, c'est vraiment ça qui a motivé tous ces industriels à monter en gamme sur l'interopérabilité. Voilà, c'est vraiment là. Il y a deux choses. Il y a la demande. Vous disiez que la demande aujourd'hui est là, ouais. Mais il y a aussi cet aspect-là de la commande vocale, la commande vocale qui a conduit à aller vers plus d'interopérabilité. On en est où en France? Parce qu'aux États-Unis, bon, on sait que ça fonctionne énormément. Ouais. En France, on en est où avec ces commandes vocales? Écoutez, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense que c'est en train de prendre pied maintenant progressivement. Voilà, honnêtement, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas si Thomas, vous les avez, mais non, je n'ai pas les chiffres sur la France. On est quand même à plusieurs millions de systèmes commercialisés. Installés. Ça se passe chez le particulier ou ça se passe aussi ailleurs? C'est-à-dire, par exemple, on a parlé du tertiaire tout à l'heure. Ça va venir aussi dans le tertiaire. On commence à l'avoir un peu, mais ça va l'être de plus en plus. Et je vois des grands acteurs de l'immobilier, et clairement, toute leur stratégie est basée sur cet interfaçage. Donc ils l'ont bien compris. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a déjà plus de 20 millions de foyers américains qui sont équipés de cette interface vocale. Donc, voilà, et donc à un moment donné, il faut qu'on parle tous le même langage. Voilà. J'essaie d'être un peu de comprendre et d'être un peu didactique. Exactement. Pour essayer d'avoir les choses. Et là, si vous voulez, la grande simplicité, c'est qu'on n'a pas 36 acteurs. On en a 3, 4. Donc quelque part, c'est très simple pour les industriels de dire on va être compatible avec eux, parce que on n'a pas à se mettre compatible avec une multitude d'acteurs. Voilà. Si on sort de ça, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des blocages à l'interopérabilité des systèmes? Est-ce qu'il y a encore des industriels qui veulent garder leur système propre? Si oui, pourquoi ils sont encore dans cette démarche-là? Enfin, il faudrait leur poser directement la question, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas encore à 100%? Alors aujourd'hui, il y a encore effectivement des industriels qui restent sur leur protocole historique propriétaire. Les blocages que je pourrais identifier, c'est aussi au niveau des maîtres d'œuvre, des constructeurs, des promoteurs, d'arriver à valoriser ces nouveaux usages. Donc c'est l'objectif du référentiel R2S résidentiel, c'est de dire pourquoi c'est important d'avoir un bâtiment R2S, parce que je vais pouvoir promettre tel usage à mon habitant. Et du coup, on va avoir de la pédagogie à faire via cet outil qui manquait aujourd'hui pour aller dire à un promoteur, à un bailleur, à un constructeur de maison, voilà pourquoi vous devez choisir des systèmes interopérables, parce que ensuite vous allez pouvoir proposer, vous ou un partenaire, à l'habitant tel ou tel service. Et aujourd'hui, c'est encore ça qui manquait, donc on restait sur des verticales. Des verticales, voilà, tout à fait. Un industriel qui propose son intégration à lui, avec son interface, son application mobile, son écosystème, éventuellement ses services, mais ça tend à se développer maintenant où on peut avoir plus de choix. Plus de choix. Là. Et on voit que les systèmes qui étaient très verticaux aujourd'hui ne se développent pas ou disparaissent. Hein. Ouais. Le thermostat connecté, mais qui était que thermostat connecté, il a plus d'utilité. Il n'a plus d'utilité. On va pas. On voit également aussi des acteurs majeurs
qui passent sur des protocoles radio Ouvert. plutôt que les bus, protocoles ouverts plutôt que leur ancien protocole propriétaire, de plus en plus. Le Zigbee, le N-Ocean, le Bluetooth commencent à vraiment se développer de la part d'acteurs qui avaient historiquement leur propre protocole. Voilà, qui jusque-là bloquait un peu les choses. Et là, c'est vrai que Thomas a raison de souligner ce sujet, parce qu'en fait, jusqu'à présent, les industriels s'abritaient et avaient bâti une stratégie, mais de longue date, sur le protocole et sur le système. Voilà. Et ils se disaient, tant qu'on arrive à garder notre protocole et qu'on a un réseau d'experts, un réseau d'industriels, un écosystème autour de ce protocole, on pourra survivre. Et au contraire, on pourra garder la valeur. Mais en fait, ils se découvrent aujourd'hui que c'est pas possible, ça ne marche pas, notamment par rapport aux interfaces avec des systèmes comme Alexa. Et deuxièmement, ils se rendent compte que ça coûte trop cher de faire évoluer toutes ces solutions. Donc en fait, ils sont en train de faire évoluer les choses, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, tous leurs algorithmes sont basés sur des systèmes qui sont sur ces protocoles. Et voilà, donc c'est une petite révolution. Ça demande une petite révolution. Et ça sera pas sans heurts, on est d'accord. Ça sera pas simple pour tout le monde. Jusqu'au réseau d'installateurs, parce que vous avez des réseaux d'installateurs qui sont quelque part liés à ces industriels et liés à ces protocoles. Et quelque part, aujourd'hui, il faut qu'ils se remettent en cause aussi. Alors, on va terminer justement sur les installateurs et sur très rapidement, en forme de conclusion, autour de cela, on avait un besoin de formation. Parce qu'on n'est peut-être pas encore allé aujourd'hui assez loin au niveau de la formation. Je suis d'accord, la formation est fondamentale. Il faut former les usagers, leur dire, attendez, vous avez tout à y gagner. Donc, si demain, il y a des solutions R2S qui existent et que ça devient le standard, R2S tertiaire et maintenant résidentiel. Et donc là, vous aurez ce gage de confiance. Donc, vous pourrez y aller, des gages de confiance en termes d'évolutivité, en termes de sécurité. Donc, quelque part, allez-y. Et ensuite, si vous voulez, il faut former, bien sûr, la mise en œuvre. Enfin, la mise en œuvre, l'exploitation. Et là, c'est un travail de fond. À cet effet, la SBA a fait un MOOC avec le CNAM qui est disponible à partir du 25 février au CNAM, qui est libre d'accès, et ceci pour 6 mois. Donc j'invite tous les auditeurs ceux qui s'intéresseraient à ces questions d'aller voir ce MOOC. Qui s'intéressent aux questions relatives au bâtiment et à la ville intelligente, d'accéder à ce MOOC. Ça leur donnera déjà une bonne explication de texte. Et puis après, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'explication, faire d'autres MOOC plus institutionnels par métier, pour les installateurs, pour les artisans, pour les industriels, pour qu'ils comprennent. Ce sera le mot de la fin. Voilà. En conclusion, effectivement, ce qu'on peut dire sur l'interopérabilité, c'est vraiment effectivement qu'il y a besoin des intégrateurs, des installateurs, parce qu'on peut identifier, on a 3 niveaux. On a le niveau, j'ai pas envie de m'embêter, je choisis la solution d'un industriel vertical parce que je sais que ça va être tout facile à mettre en œuvre. Deuxième niveau, j'ai envie de choisir moi-même mes équipements et du coup là, j'ai besoin d'une solution qui me permet de faire la connexion. On a des solutions qui existent aujourd'hui en open source, par exemple la solution JDOM ou d'autres comme ça. Et le dernier choix, c'est j'ai envie de le faire, mais je ne suis pas moi-même technicien ou je n'ai pas envie de m'embêter. Et bien là, je fais appel à un intégrateur qui va me conseiller et qui va mettre en œuvre. Et du coup, c'est ces gens-là qu'on doit toucher pour qu'ils évoluent. Pour qu'ils évoluent et qu'ils puissent aller sur des systèmes interopérables. Écoutez, moi, c'est parfait. Simplement, mot de la fin quand même, c'est qu'effectivement, on a parlé d'intégrateur. À partir du moment où on met du numérique dans le bâtiment, c'est clair qu'il faut un acteur qui soit garant de ce numérique. Aujourd'hui, si vous allez dans une entreprise avec un réseau informatique, il y a quelqu'un qui s'occupe du réseau informatique. Eh bien, c'est pareil. À partir du moment où vous aurez de l'informatique dans le bâtiment, eh bien, il faut qu'il y ait un acteur qui soit tiers de confiance et qu'il le porte. Et ça, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc il faut le faire maintenant. Voilà. Tout simplement. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV. Une émission donc à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci à vous. Super, merci. Merci.